Bonjour, aujourd'hui nous allons vous présenter un jeu qui se nomme le Grand Dalmoutie. Ce jeu est inspiré du jeu du président. Il a été créé en 1995 par Richard Garfield. Le Dalmoutie est un jeu constitué de 80 cartes qui peut se jouer de 4 à 8 joueurs tel qu'il est marqué sur la boîte. Sans aucun souci d'ailleurs jusqu'à 10. Il est composé de cartes qui vont de 1 jusqu'à 12 et de 2 jokers. Comme vous pouvez le voir sur cet exemple, il y a 2 jokers qui peuvent remplacer n'importe quelle carte. Il y a également 1-1, 2-2, 3-3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12. Et comme vous pouvez le voir sur cet exemple, toutes les cartes sont représentées du 1 jusqu'au 12. Comme je l'ai dit précédemment, les jokers peuvent remplacer n'importe quelle carte et donc s'adjoindre à une carte pour faire une paire de 1, une paire de 2, une paire de 3, une paire de 9 ou même pourquoi pas, éventuellement, un trio de 3 cartes si on utilise les 2 jokers. Ensuite, il faut aussi savoir qu'il y a des règles avancées que nous allons nous permettre de vous expliquer plus en détail, car ces règles n'ont pas été suffisamment explicitées dans les règles écrites à l'origine. À ce jeu, les cartes sont distribuées une par une, 2 par 2 ou 3 par 3, peu importe, entre tous les joueurs. Il peut arriver, suivant le nombre de joueurs, et là, comme on le voit, il y en a autour de cette table 7, que certains joueurs aient moins de cartes que d'autres à l'arrivée. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on distribue toutes les cartes et que donc toutes les cartes doivent être données. Donc à 7, le paquet de 80 n'est pas divisible. Alors, on continue de jouer à ce jeu-là. Donc chacun reçoit un paquet de cartes avec différentes cartes, comme vous pouvez le voir sur cet exemple. Chacun possède ses cartes, les retourne. Chaque joueur a son petit paquet. Et pour chacun, le but va être très simple. Dans le fondamental, ce jeu consiste, un peu comme au président ou au trou du cul, à se débarrasser le premier de toutes ces cartes. Arriver en un ou plusieurs tours, généralement toujours plusieurs tours, à se débarrasser de toutes les cartes de sa main. Ainsi, prenons un exemple. Si ce joueur commençait, il possède un certain nombre de 8. Il en a par exemple 4. Il a 4-8. Eh bien ce joueur qui commencerait peut très bien décider de jouer 4-8. Que se passe-t-il après? Eh bien c'est tout simple. Le joueur qui est juste après a 2 possibilités. Ou bien il ne peut pas jouer et il passe, ou bien il peut jouer et il joue en dessous. Ah, j'ai oublié, il y a aussi une 3e possibilité qui rend ce jeu extrêmement stratégique. On peut aussi passer, mais attention, si le tour ne revient pas à lui, ça sera définitif. Mais si le tour revient à lui lorsque tous les gens auront joué, il peut très bien revenir dans la partie et à tout moment rejouer s'il en avait le loisir. Le but du jeu n'est pas tellement de ramasser les plis. Lorsque les cartes vont être ramassées, que certains joueurs auront mis un certain nombre de cartes, on ramasse les plis et on les met de côté. Et c'est celui qui a mis l'ensemble de cartes le plus faible et qui a bloqué le tour, qui recommence en décidant de relancer avec les cartes de son choix. Il peut très bien ensuite décider de relancer juste une carte, ou pourquoi pas 2 cartes s'il en a 2, ou 3 avec un joker, etc., etc. Toutes les combinaisons sont extrêmement faciles. Il est important de noter au Dalmoutie que le but du jeu étant de se débarrasser en premier de toutes ces cartes pour devenir le roi, on va dire celui qui va commencer au tour suivant, et j'expliquerai plus en détail après ce chapitre-là. Il est important, disais-je, de se débarrasser de toutes ces cartes le plus rapidement possible, et c'est là que le jeu devient un gros jeu de stratégie, où il faut bien penser à ce qu'on va faire,
car s'il est des cartes qui sont faciles à se débarrasser, comme les petites cartes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc., lorsque vous avez dans les mains plusieurs 12 ou plusieurs 11, l'exercice est beaucoup plus complexe. Car si vous avez plusieurs 12 et que vous ne possédez pas de petites cartes, il n'est pas forcément aisé d'arriver à prendre la main pour se débarrasser de ces cartes. Mais le jeu est quand même bien fait parce que on peut, à partir de la hiérarchie dont on va hériter à l'issue du premier tour, se trouver dans une position où l'on va avoir la main et donc pouvoir jouer comme bon nous semblera. À ce stade avancé de la partie, comme on le voit, plusieurs cartes ont déjà été jouées et constituent un tas. Hélas, certains joueurs n'ont pas eu beaucoup de chance et n'ont pas pu encore placer une seule de leurs cartes. D'autres, comme celui-ci, n'en a plus qu'une. Oh, qu'est-ce qu'il a de la chance! Il est bien candidat pour finir premier et devenir le grand Malgouti, le roi en quelque sorte. Je fais cette parenthèse concernant les rôles. Lorsque toutes les cartes auront été jouées, il appartiendra de se souvenir de la hiérarchie et donc de l'appellation de chacun des joueurs qui se trouvera dans une position donnée. Ainsi, celui qui aura fini en premier se nommera le grand Malgouti ou le roi. Le deuxième, l'évêque. Le troisième, le maître de cérémonie. Le quatrième, ce sera la baronne. Le cinquième, la nonne. Le sixième, le chevalier. Le septième, la piqueuse. Le huitième, le sculpteur. Le neuvième, la cuisinière. Le dixième, la bergère. Le onzième, le mineur. Le douzième, l'ouvrier. On peut donner toutes les appellations que l'on veut. On peut aussi s'amuser à dire que le premier est le roi, le deuxième c'est la reine, le troisième c'est le grand chambellan, le quatrième est un maître de cérémonie, et le dernier malheureusement est l'esclave. Et croyez-moi, être l'esclave dans ce jeu-là a toute sa signification, parce que celui qui devient le dernier, l'esclave, est assis à côté du roi et devra s'employer à obéir aux demandes du roi. Maintenant, le jeu va continuer, et jusqu'à ce que chacun ait pu placer toutes ses cartes, on va continuer la partie, et à l'issue du tour, il se passera la chose suivante, chacun prendra sa place. À l'issue de ce tour, donc, le roi a été déterminé. Il se trouve là. Et moi, je suis à sa droite, comme esclave. Le roi m'a demandé de distribuer les cartes 3 par 3. Je commence par lui, naturellement. 3, 3, 3, 3, 3, 3, et 3, et encore 3. Et nous voici arrivés, il reste 2 cartes. Eh bien, les 2 cartes, c'est simple. L'esclave en prend une de plus, et celui qui est à droite de l'esclave prend la seconde. Maintenant, comme vous pouvez le voir, donc, le roi reçoit moins de cartes que l'esclave et que l'autre joueur. Mais, plus complexe que ça maintenant, le roi va avoir droit à un certain nombre de privilèges. Chacun va regarder ses cartes, les classer, et il va y avoir plusieurs possibilités. On va prendre la possibilité déjà la plus courante. Chacun a ses cartes, tout est normal. Le roi, qui est dans la meilleure position, va obtenir de l'esclave qui est à sa droite que celui-ci lui donne ses 2 meilleures cartes. Ainsi, l'esclave qui est à sa droite possède un 5, comme carte très basse, et également un 7. Eh bien, face cachée, il devra donner à son roi ses 2 meilleures cartes. Ce dernier va les adjoindre dans son jeu, et après avoir mûrement regardé ce qu'il avait dans son jeu, il va se débarrasser des cartes qui l'encombrent le plus. Le choix n'est pas toujours facile. Ainsi, là, dans son jeu, le 11 étant tout seul, et ensuite le 9 également, il va lui rendre un 11 et un 9.
L'esclave recevra donc, en échange des 2 bonnes cartes qu'il lui a données, ses 2 plus mauvaises. Ensuite, celui qui est le vice-roi, ou, comme on dit éventuellement, la reine, ou un autre rôle, comme énuméré précédemment, comme l'évêque. Eh bien, l'évêque, lui, va également recevoir la meilleure carte du 2e plus mauvais joueur du coup précédent. Alors, pareil, ce plus mauvais joueur devra donner sa meilleure carte à l'évêque, au joueur numéro 2, et celui-ci, en échange, lui rendra la carte qui l'embête le plus. Et ensuite, le tour va commencer. Et là, c'est là que toute la finesse du jeu va également débuter. Le roi commence. Là, dans son jeu, le roi a un jeu assez exceptionnel. Il possède 6-12. Il va commencer par 6-12. Et bien, c'est pas difficile. Chaque autre joueur devra se plier aux bonnes grâces du roi et poser, dans un premier temps, 6 cartes inférieures au 6-12 pour pouvoir continuer et jouer. Ainsi, si l'évêque possède 6-11 ou 6-10 ou 6-9 ou éventuellement 5-9 et un joker, il peut poser 6 cartes et être en dessous du roi. Mais chaque joueur a aussi cette possibilité-là, même l'esclave. Et c'est celui qui aura mis les cartes les plus basses. Imaginons que malheureusement, sur un tour comme celui-ci, eh bien, le roi, avec ses 6-12, reste tout seul sur le plateau. Eh bien, l'esclave qui est ici a pour mission de ramasser les cartes. Parce que le rôle de l'esclave est naturellement de faire toutes les corvées. L'esclave va devoir à chaque tour à la fois ramasser les cartes et puis se plier aux bonnes volontés du roi, car tel est un petit peu le principe des gages dans ce jeu qui peut faire sourire les plus jeunes et bien les amuser d'ailleurs. Alors l'esclave va ramasser les 6 cartes et le roi va repartir. Et bien avec le bon jeu qu'il possède, il va tout benoîtement redémarrer avec une carte de son choix là dans son jeu. Son jeu est bon sans être exceptionnel, il possède 3-7. Mais il pourrait très bien démarrer avec un 8 ou un 6 tout seul, ou un 5, etc. Le roi doit donc décider des cartes qu'il va mettre pour pouvoir essayer de conserver sa position sociale. Maintenant, chaque joueur possède également une certaine richesse qui n'a pas été dévoilée puisque nous faisons une partie fictive et explicative présentement, mais il arrivera forcément que d'autres joueurs prendront la main. Pourquoi? Tout simplement parce que, comme on peut le voir dans cet exemple, le roi a de bonnes cartes, mais sa plus basse carte s'arrête au numéro 3. Donc, fatalement, d'autres joueurs possèdent des cartes plus basses, comme les numéros 2, ainsi que comme le numéro 1. Le numéro 1 étant lui-même la carte la plus forte du jeu. Celui qui possède le numéro 1 a une force énorme, parce que lorsqu'on va jouer une seule carte, il pourra très bien jouer ce numéro 1 et ainsi prendre la main sans s'inquiéter que personne ne joue en dessous de lui. Maintenant, le tour va s'avancer tout doucement et comme au tour précédent, les cartes vont être défaussées au fur et à mesure et à un moment donné, certains joueurs et d'autres auront plus ou moins de cartes. Peut-être que certains auront fini et le tour s'achèvera et sur un bloc, on marquera les points. Alors, les points au Dalouti sont très simples à compter. Si on est par exemple 8 joueurs, celui qui finit le premier reçoit 7 points. Celui qui finit en deuxième en reçoit 6. Celui qui finit en troisième en reçoit 5. Et naturellement, celui qui termine dernier en reçoit 0. Mais surtout, une fois que le tour est terminé, eh bien celui qui devient le roi, si ce n'était pas le roi du tour précédent, eh bien ne va pas bouger de sa chaise. Ne va pas bouger de sa chaise et va voir se placer autour de lui d'autres joueurs. Ainsi, le roi aura à sa droite le nouvel évêque, ou la nouvelle reine, comme vous voulez, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, le septième, etc., suivant le nombre de joueurs que l'on est. Donc, à l'issue de ce tour, un nouveau roi a été nommé. À sa droite se trouve la reine ou l'évêque, suivant le nom que l'on veut lui donner, et bien sûr, il y a en dernier l'esclave.
L'esclave va avoir de nouveau eu la mission de distribuer les cartes selon les désirs du roi. Précisons que le roi a tout à fait le droit de demander à obtenir toutes ces cartes en une seule fois. Il peut aussi mélanger les cartes au milieu du tapis. Et éventuellement dire chacun va se servir. Toutes les combinaisons sont possibles, le roi a tous les pouvoirs sur le tour. Maintenant, il va y avoir des épisodes inattendus. Comme vous avez pu le voir dans ce jeu, il y a 2 jokers. Les 2 jokers sont des cartes qui ne possèdent pas de numéro. Déjà, les jokers ne sont pas concernés lors de la prérogative de donner à son roi la carte la plus basse. Donc on ne donne pas les jokers. Les jokers sont conservés par celui ou ceux qui les possèdent. Alors comme je l'explique, si c'est celui qui les possède et qu'il est tout seul, qu'une personne possède les 2 jokers. Ces 2 cartes qui peuvent donc s'adjoindre à une autre pour former soit une paire, soit un brelan, soit une série de 4 cartes, etc. Eh bien, ces jokers ont une particularité qui favorise dans la règle avancée à laquelle beaucoup de joueurs jouent à présent, car cette règle avancée est beaucoup plus intéressante que la règle de base qui a été écrite au départ. La règle écrite au départ mentionne certains éléments concernant la révolution et la révolte, mais ne pousse pas trop loin le principe ni des gages, ni des exemptions. Eh bien, le principe de ces 2 jokers est très intéressant, parce que lorsqu'un joueur vient posséder ces 2 jokers dans sa main, lorsque dans son paquet de cartes, un joker possède les 2 jokers, même si le roi est à sa gauche et que lui il est l'esclave et qu'il a les 2 jokers, ce joueur va devoir immédiatement montrer à tous les autres joueurs, sous peine d'annulation, je dis bien sous peine d'annulation du tour, il devra montrer à tous les autres joueurs qu'il possède les 2 jokers. Et à ce moment-là, celui qui possède les 2 jokers va déclencher ce qu'on appelle une révolution. Tout cela est expliqué basiquement dans les règles. Voici l'utilisation possible des 2 jokers dans les règles avancées. Les 2 jokers, pour celui qui les possède, éliminent en premier les privilèges. C'est-à-dire que celui qui est le roi reste le roi dans la position, c'est lui qui commence, mais ne reçoit pas de carte de bonification, le deuxième non plus, etc. Alors, celui qui possède les 2 jokers peut par contre, et seulement sur le tour où il les possède, peut se servir des jokers comme de numéro 0. Ainsi, celui qui possède dans son jeu les 2 jokers peut soit les adjoindre à une autre carte, comme je l'ai expliqué précédemment, soit s'en servir individuellement et au moment de son choix, jouer son joker comme un 0 tout seul. C'est un privilège qui n'est donné que dans cette alternative, car le joker ne peut pas être joué tout seul. Si d'aventure quelqu'un a oublié de jouer le joker, malheureusement pour lui, il ne pourra s'en servir que comme un numéro 13. Et donc, le 13 n'est pas un chiffre avantageux. Il montre combien il est préférable de se servir du joker avec une autre carte que de se retrouver avec un joker dans les mains et de s'en servir comme un numéro 13 parce qu'on a oublié de le jouer précédemment. Mais lorsque l'on possède les 2 jokers, on peut donc s'en servir comme d'un numéro 0, et bien sûr, ceci aide à une reprise de main et naturellement souvent au gain du tour. Donc, à l'issue du tour où il a été déterminé, le roi ou le grand Balbouti, donc celui qui commence, celui qui va devenir le premier joueur. Ce premier joueur qui est sur sa chaise, qui, comme j'ai expliqué précédemment, ne bouge pas. Avec à sa gauche la reine ou l'évêque ou le grand chambellan ou le grade que l'on veut lui attribuer, et tous les autres joueurs jusqu'à l'esclave ou l'ouvrier ou suivant l'appellation que l'on veut, le dernier. Et bien, à l'issue de ce tour, donc, la partie va commencer et c'est dans cette partie-là que l'on va marquer les points. Marquer les points en utilisant le principe suivant, le nombre de joueurs moins 1. C'est-à-dire s'il y a 8 joueurs, le premier reçoit 7 points, le dernier 0. Si vous êtes 4 joueurs, eh bien le premier reçoit 3 points et le dernier 0. On ne peut pas jouer vraiment en dessous de 4 joueurs. Le jeu ne présente d'ailleurs aucun intérêt. On peut en revanche
jouer au-dessus de 8 joueurs, et comme j'ai expliqué précédemment, beaucoup plus nombreux en adjoignant plusieurs jeux. Mais c'est à étudier de près parce que cela fait des parties assez complexes. Il ne faut pas oublier que dans ce cas-là, vous vous retrouvez avec plusieurs 1, 4-2 avec 2 jeux, etc., etc. Donc, la partie se poursuit. Il faut savoir aussi à ce jeu, un chapitre dont je n'ai pas vraiment parlé, c'est un jeu qui s'adresse également aux plus jeunes, ou également à des gens qui viennent de faire un anniversaire ou un mariage, ou qui ont envie de passer un très bon moment en fin de soirée, et qui ont envie de se détendre, et faire quelque chose de drôle. On peut adjoindre dans les gages toutes sortes de choses. Comme vous le savez, dans la vie courante, celui qui est le premier, celui qui est le plus riche, a souvent davantage de plaisir, de pouvoir, que celui qui est le plus pauvre. Ainsi, le roi peut-il exiger, par exemple, que son vassal, l'esclave, distribue les cartes en faisant une genuflexion, ou en disant « votre seigneurie », ou en proposant, par exemple, des bonbons ou des caramels à tout le monde chaque fois qu'il donne. On peut faire toute une série de gages qui amuseront notamment avec des enfants toute la galerie et les feront bien rire. C'est un jeu qui a la vocation d'être un jeu de détente, un jeu amusant, qui associe malgré tout la stratégie et la drôlerie. C'est aussi pour ça que le Grand Dalmoutie, qui a été créé en 1995, et qui est naturellement tiré du jeu du président, qui peut jouer d'ailleurs avec un jeu de 54 cartes, est un jeu sympathique. Pourquoi? Parce que les illustrations sont également sympathiques. C'est un beau jeu. C'est un jeu qui tient dans une petite boîte. Cette petite boîte coûte moins de 10 €. Et c'est actuellement, il faut le reconnaître, un des meilleurs jeux qui soit dans la catégorie des petits jeux. Ce jeu est sans cesse réédité. Il se vend en Allemagne, on peut se le procurer pour moins de 8 € et il se vend toujours inlassablement car tout le monde joue au Dalmoutie. Maintenant, je crois vous avoir expliqué l'essentiel du Dalmoutie. À vous de faire de nombreuses parties, de bien vous amuser, de passer de bons moments. Et maintenant, dans l'attente d'une prochaine vidéo, je vous dis à bientôt. Au revoir.